WhatsApp, le podcast qui bouscule vos idées reçues sur les renouvelables. Artificialisation des sols, surexploitation des ressources, changement climatique, pollution, espèces exotiques envahissantes. On nous alerte régulièrement sur les causes d'effondrement de la biodiversité. Et les pratiques humaines ont un impact sur les écosystèmes, que ce soit l'agriculture, l'urbanisation, les transports et bien sûr les systèmes énergétiques. Alors, développement des énergies renouvelables et biodiversité, même combat ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans ce nouvel épisode de WhatsApp. Avec nous aujourd'hui, Iris van den Bosch, chargée de mission à l'Office français de la biodiversité, et Julie Frère, responsable biodiversité et exemplarité environnementale au syndicat des énergies renouvelables. Iris, tu es diplômée de 2 masters dédiés à la transition écologique, à la biodiversité et à l'énergie, et avant de rejoindre l'OFB, tu as travaillé chez RTE, le gestionnaire de réseaux électriques, sur les questions d'environnement. Bonjour Iris. Bonjour Agathe. Et Julie, tu es diplômée d'un master en biologie, écologie et évolution, et tu as travaillé chez un développeur d'énergie renouvelable. Tu es aujourd'hui en charge de la biodiversité et de l'exemplarité écologique au CERF, et tu es aussi bénévole pour le WWF France. Bonjour Julie. Bonjour Agathe, bonjour Iris. Et pour commencer, on peut se demander, la biodiversité, c'est quoi ? La biodiversité, c'est la variabilité des organismes vivants. En fait, ça comprend à la fois les différences entre les différentes espèces, ainsi que leurs interactions, mais également aussi la diversité au sein même d'une espèce. Donc ça veut dire les caractéristiques différentes que l'on va trouver entre individus d'une même espèce. Et à une échelle plus large, la biodiversité, c'est aussi la diversité des écosystèmes dans lesquels tous les organismes vivants vivent. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est la différence entre biodiversité et environnement ? L'environnement, ça va prendre à la fois en compte tout ce qui va être organisme vivant et non vivant, donc la géologie. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre ! Toutes les composantes qui vont faire le paysage, par exemple, les phénomènes aussi météorologiques, alors que la biodiversité, on parle véritablement de ce qui est vivant, en fait. Pourquoi dit-on que le climat et la biodiversité sont interdépendants ? Alors déjà, le climat, il participe au bon fonctionnement des écosystèmes. En gros, il va créer les conditions, par exemple, de température, d'humidité, qui sont favorables aux écosystèmes. Et du coup, ce qui va expliquer ce qu'on voit sur Terre, c'est-à-dire la répartition des espèces végétales et animales dans les différentes régions du globe. Or, on sait qu'en fait, avec le changement climatique, donc c'est-à-dire avec la multiplication des événements extrêmes, l'acidification des océans, par exemple, tout ça, ça va perturber en fait ces équilibres. Et du coup, ça va conduire à ce que de nombreuses espèces qui étaient confrontées à des conditions ne le sont plus en fait, et du coup n'ont plus cette capacité à s'adapter aussi rapidement à ces changements. Et donc, on constate aujourd'hui une perte et une dégradation de la qualité des habitats. On a aussi la disparition des espèces, des migrations forcées et des espèces envahissantes. On va tous mourir! De la même façon, la biodiversité, elle participe grandement à la régulation du climat aussi. En premier lieu, grâce à ses puits de carbone, c'est-à-dire l'absorption des gaz à effet de serre par la flore terrestre et marine, et aussi par les sols. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. Ça, on a tendance à l'oublier, mais les sols aussi font partie des puits de carbone. Et préserver la biodiversité, ça nous permet aussi une adaptation aux conséquences du changement climatique, donc notamment de par les capacités d'infiltration des végétaux et des sols naturels. Et en fait, ils viennent atténuer les effets de sécheresse et d'incendie, mais aussi lutter contre les crues violentes et les inondations. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Et en quoi protéger la biodiversité et œuvrer à la transition énergétique, ça va de pair ? Comme l'a évoqué Julie, le changement climatique, c'est une des menaces majeures qui pèsent sur la biodiversité. Et donc son atténuation, elle est fondamentale pour préserver le vivant. Donc pour enrayer l'ampleur du changement climatique, la décarbonation de notre mix énergétique est une mesure nécessaire. Néanmoins, pour atteindre cet objectif, la transition énergétique, elle doit s'accompagner aussi de sobriété énergétique. En clair, il faut une transition énergétique, mais notre consommation doit également être revue à la baisse. Et du coup, pour compléter ce que dit Iris, il faut aussi bien comprendre que les énergies fossiles présentent d'importants impacts, à la fois locaux sur la biodiversité, mais aussi globaux avec le changement climatique, justement. Et en France, on importe la majorité de nos énergies fossiles, qui représentent encore aujourd'hui 60% de notre consommation énergétique. Il y a donc un vrai enjeu de réduire justement cette dépendance aux fossiles en les remplaçant par des énergies renouvelables. Quelles sont les pressions et impacts du développement des énergies renouvelables sur la biodiversité ? On considère que la consommation d'espace, c'est une des pressions majeures des énergies renouvelables sur la biodiversité. En gros, par leurs infrastructures et les dispositifs qu'on va considérer connexes, comme les pistes d'accès, les clôtures ou encore les obligations légales de débroussaillement, les énergies renouvelables, elles vont occuper et modifier l'usage des sols, de l'air ou de l'eau, en fonction du milieu dans lequel elles s'inscrivent. Et les impacts émanant de ces pressions physiques, ça va être la fragmentation et la perte d'habitat pour les espèces sauvages, et ce qui va à la fois altérer les fonctions écologiques, mais aussi les services écosystémiques rendus à l'humain.
Ouais, c'est pas faux. Les services écosystémiques, c'est les biens et services que l'environnement et la biodiversité procurent à l'humanité. Ça va de la purification de l'air à la pollinisation des plantes ou encore à la limitation de l'érosion des sols grâce à certaines plantes et arbustes. Et justement, pour compléter, on ne le sait pas forcément tous, mais un projet d'énergie renouvelable, il est bien encadré par une réglementation environnementale qui est hyper précise. Donc en fait, avant qu'un projet ne soit autorisé, il faut que le porteur de projet réalise ce qu'on appelle une étude d'impact. Et en fait, ça signifie que un ou plusieurs écologues, donc des experts, vont sur la zone d'implantation potentielle du projet pour identifier les habitats écologiques, les espèces patrimoniales qui sont présentes et tout ça pour évaluer justement les enjeux du projet et ses impacts potentiels. Et donc, à l'issue de ces inventaires, il y a des mesures qui vont être mises en place pour atténuer ces impacts. Et enfin, si le projet est fait, il y a évidemment tout un panel de suivi environnementaux qui est réalisé pendant toute la vie du projet et qui va permettre de s'assurer de l'efficacité de ces mesures. Et en parallèle, il faut aussi préciser que les impacts, ils varient en fait en fonction à la fois de la technologie, si on parle d'éolien, de solaire, du site évidemment où on va implanter ce projet et de l'étape de développement. Est-ce que l'impact il concerne uniquement la phase de construction, d'exploitation ou de démantèlement par exemple. Et aujourd'hui en fait on a certains sujets, que ce soit sur des espèces ou des habitats, où on a de la connaissance scientifique et des retours d'expérience, mais c'est vrai que sur d'autres sujets on en a moins et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a aussi pas mal d'études, plus d'une quarantaine d'études de recherche qui sont en cours pour améliorer justement la connaissance et les solutions pour atténuer ces impacts. Comment est-ce qu'on peut concilier le déploiement des ENR et la préservation de la biodiversité ? L'enjeu premier, c'est le choix des sites. Donc il faudra toujours privilégier l'implantation des projets d'énergie renouvelable en dehors des zones dites écologiquement sensibles, donc comme les zones réglementées par le Code de l'environnement en premier lieu. On peut penser aux aires protégées par exemple. Et en seconde étape, à défaut d'un choix de site adapté, on mettra en place des mesures dites de réduction, mais qui à ce stade ne seront pas forcément suffisantes pour minimiser tous les risques. Et en dernier lieu, si on n'a pu ni éviter ni réduire, alors il s'agira de compenser les impacts causés. On peut aussi résumer ça en identifiant 4 leviers qui permettent à la fois de concilier la transition énergétique et la préservation de la biodiversité. Premièrement, comme l'a dit Iris, il faut planifier pour éviter au mieux les impacts. Donc ça veut dire qu'on réalise un travail global en amont pour identifier l'ensemble des zones qui sont favorables, en France en l'occurrence, au développement des projets. Deuxièmement, ça veut aussi dire concevoir des mesures adaptées à chaque site qui permettent de limiter les impacts sur la biodiversité. Troisièmement, favoriser l'innovation et suivre aussi toutes ces installations afin d'améliorer continuellement les pratiques en fonction des retours d'expérience. Et enfin, quatrième levier, valoriser les opportunités en fait que peuvent offrir certaines installations. On le voit aujourd'hui sur certains projets, par exemple sur la restauration d'écosystèmes, les zones refuges que pour certaines espèces que permettent certains projets par exemple. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples pour la compensation, qu'est-ce que ça peut signifier sur le terrain ? Quand tu parlais de restauration d'écosystèmes, moi ça me fait penser à de la restauration de zones humides dégradées par exemple. L'humidité, c'est pas quand il y a des infiltrations ? Ou quand on est venu altérer les fonctions écologiques d'une zone humide, on peut venir compenser du coup la perte de cette zone humide-là, venir en restaurer une qui a été altérée en fait par du déblayement ou des activités industrielles qui auront eu lieu en fait sur cette zone et on va venir du coup faire en sorte de la renaturer et de lui redonner ses fonctions écologiques pour pouvoir faire de la compensation. Et dernière question, comment les acteurs se mobilisent pour améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les projets ? Au regard des enjeux qui sont hyper importants d'accélération de la transition énergétique, on a toutes les filières d'énergie renouvelable qui doivent se montrer exemplaires. Et il faut monter en compétence sur ces sujets. Et on constate aujourd'hui qu'en fait, sur nos filières en tout cas, il y a de plus en plus de personnes au sein même des entreprises qui deviennent expertes, qui le sont de par leurs études ou par leur formation continue en entreprise. Donc ça, c'est une bonne chose. Et également, il s'agit aussi de faciliter à la fois réglementairement, techniquement, la mise en œuvre de pratiques les plus vertueuses pour qu'elles soient mises en place sur le terrain et aussi partager justement ces retours sur le terrain entre acteurs. Et je complète justement en parlant d'une étude que l'OFB a menée avec PwC en 2022, puisqu'ils ont pu identifier les principaux leviers internationaux pour la conciliation de déploiement des ENR avec la préservation de la biodiversité. Et ce qui est ressorti de cette étude, c'est qu'en fait, c'est toute la chaîne d'acteurs des énergies renouvelables qui peut se mobiliser efficacement sur cette conciliation, donc comme les collectivités territoriales par la planification des zones à implantation des ENR en excluant les zones écologiques
écologiquement sensibles, les financeurs d'ENR de par leurs exigences dans leur cahier des charges, les développeurs dans leur façon d'éco-concevoir les projets, les services de l'État lors de l'instruction, etc. Et pour le coup, c'est vraiment dans cet esprit de mobilisation de toute la chaîne d'acteurs que l'Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité a été créé, qui est mis en œuvre à la fois par l'OFB et l'ADEME. Merci Iris d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci Julie. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous vous retrouverons bientôt pour de nouvelles réponses à vos questions sur la transition énergétique. WhatsApp, le podcast qui bouscule vos idées reçues sur les renouvelables. Bah en tout cas, j'ai tout compris.